Après vous avoir présenté l'historique de la création des associations d'accueil des familles, je voudrais maintenant aborder un point extrêmement important. Il s'agit en fait des valeurs des associations qui interviennent dans ces lieux. L'UFRAMA défend un certain nombre de valeurs, on va les étudier ensemble. La première de ces valeurs, c'est le respect de la personne. Vous me direz que ça paraît tout à fait évident quand on fait de l'accueil de respecter les personnes, mais on verra que ça ne va pas de soi et qu'il y a peut-être des petites finesses sur lesquelles il faut s'attarder. Le deuxième point, extrêmement important, c'est la question de la neutralité des accueillants. Le troisième point, c'est la question de la tolérance. Et là aussi, force est de constater que ça met à l'épreuve, en fait, les accueillants, cette question de la tolérance. Parce que, d'une manière générale, on est toujours tolérant avec les gens qui nous ressemblent, les gens qui sont très différents de nous, mais c'est pas toujours très facile d'être tolérant. Le point suivant, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire que, bien entendu, on accueille les personnes, on accueille toutes les personnes à égalité, bien entendu, quelles que soient leurs origines. Et puis, nos interventions, elles reposent sur deux pivots extrêmement importants que sont l'anonymat et la confidentialité. Alors, tout d'abord, il faut se rappeler que les familles, peut-être contrairement aux proches qu'elles viennent visiter, elles ont la liberté. Elles ont même plusieurs libertés. C'est celle de venir à l'accueil ou de ne pas venir. Et certaines personnes, au moins pendant un temps, préfèrent rester dans leur voiture, sur le parking ou à l'entrée de l'accueil. Et je pense que c'est tout à fait des hésitations qu'il faut pouvoir respecter. Il faut prendre le temps d'apprivoiser et il faut également qu'elles-mêmes prennent le temps d'apprivoiser les lieux. Je pense que la liberté aussi qu'elle revendique, et je crois que tous les accueillants qui ont un peu d'expérience le savent, c'est l'importance de ne pas poser de questions. Parce que sinon, elles n'auront pas forcément la liberté de ne pas répondre, elles ne la prendront pas forcément, et c'est des situations qui créent de la gêne. Quand elles sont installées dans l'accueil, eh bien là aussi, elles ne nous doivent rien. Elles ont la liberté de parler, si elles le désirent, mais elles ont aussi, s'il vous plaît, la liberté de se taire. Et c'est vraiment extrêmement important de respecter ça. Et là aussi, pour les accueillants expérimentés, on sait que certaines familles seront restées très discrètes, acceptant tout au plus un café et s'exposant assez peu. Et c'est quelquefois à la dernière ou à l'avant-dernière visite qu'elles viendront et qu'elles s'ouvriront. C'est extrêmement important qu'elles ne se sentent pas en obligation de répondre aux questions qu'on pourrait leur poser. Les familles, elles ont également la liberté de s'exprimer, c'est-à-dire de se taire, mais elles peuvent également pleurer. Elles ont la liberté de rester seules, elles ont également la liberté d'être en colère, parce que ce qu'elles vivent n'est pas facile. Bien entendu, toutes les formes d'expression de la colère ne sont pas forcément acceptables, mais en tout cas, elles ont le droit de ressentir ce sentiment-là. Alors, on va reprendre un peu les points un à un. La neutralité. La neutralité, c'est ne pas porter de jugement, ne pas prendre parti et ne pas imposer ses opinions politiques, morales ou religieuses. Là aussi, ça paraît peut-être pour vous tout à fait évident, mais ça ne va pas de soi. Et peut-être qu'à défaut de formation professionnelle, on peut parler quelquefois pour certains de déformation professionnelle. Et vraiment, cette question de la neutralité est extrêmement importante. Elle est la garante du vivre ensemble de personnes différentes.
Ça signifie aussi neutralité, ben c'est peut-être dans votre tenue. Ça veut dire, est-ce que vous allez arborer effectivement des signes religieux? Je pense que on a plutôt intérêt de rester dans un système un petit peu neutre. Mais peut-être que cet après-midi, on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Plus on est neutre et moins on va accrocher ou servir, enfin, servir d'accroche pour des personnes qui auraient envie d'en découdre. Parfois, dans des accueils, il y a des gens, effectivement, il y a des accueils où il y a des religieuses qui font l'accueil et ça ne pose pas de difficulté. Ou en tout cas, ça ne pose pas de difficulté pour 99% des personnes qui sont accueillies. Mais quelquefois, on sait que c'est un sujet sensible et peut-être que si on peut avoir une présentation un petit peu neutre, c'est plutôt favorable. La neutralité, c'est aussi quelquefois par rapport aux enfants. Il n'y a rien de plus difficile que de voir des parents avec leurs enfants. Les parents seuls, c'est une chose, les enfants seuls, c'est une chose, mais quand on assiste à des scènes entre parents et enfants, quelquefois, ça suscite un petit peu, ça nous ferait sortir un peu de notre neutralité et nous amènerait peut-être à poser des jugements, parce que certains enfants n'ont pas acquis les codes sociaux qu'on estime qu'ils devraient avoir acquis. Ces comportements qui ne correspondent pas à notre cadre de référence peuvent nous choquer, mais rappelons-nous qu'on a une fonction d'accueil et qu'on n'a pas une fonction éducative. On doit favoriser un vivre ensemble et la neutralité, c'est justement de ne pas imposer ces codes. Alors, nous allons voir maintenant un autre point qui est celui du respect de la personne. Respecter la personne, c'est aussi ne pas se substituer à la personne pour des choses qu'elle sait faire. L'accueillant bénévole doit aussi accepter de n'avoir rien à faire et de ne rien faire. Et s'il y a une question à poser à quelqu'un qui est en difficulté, c'est en quoi avez-vous besoin d'aide? Et l'intérêt, c'est de l'aider là où il a besoin d'aide et non pas de l'infantiliser et de faire les choses à sa place. Ça signifie voir d'abord les ressources de la personne afin de voir en quoi elle est démunie. Le premier geste, c'est toujours en lien avec un besoin prégnant. La personne est stressée, la personne a des contingences multiples. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on crée un climat qui permette que la pensée se réinstalle après les émotions et le stress qui menacent toujours de submerger la personne. Autre point, c'est la confidentialité qu'on a évoquée, c'est-à-dire le devoir de réserve. Ce qui se dit à l'accueil n'a pas à sortir de l'accueil. Un dire ne peut pas forcément être partagé. Ça signifie que bien sûr, être accueillant, c'est aussi avoir des temps d'échange. Mais faut-il forcément citer la personne et que chaque accueillant l'ait identifié pour évoquer les questions que ça pose? Ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, l'anonymat. Alors, l'anonymat à l'accueil famille, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. On n'a pas à connaître le nom des personnes et elles n'ont pas à connaître notre nom. Nous sommes dans une relation de personne à personne, dans ici et maintenant. Nous n'avons pas à relever les comportements inadéquats pour les communiquer à l'administration pénitentiaire. Ce serait vraiment briser la confiance que l'association a en nous. Ça, c'est éventuellement, dans les accueils où cela existe, la fonction du partenaire privé. Mais nous n'avons absolument pas à rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Ça n'est pas notre fonction d'aller le rapporter à l'administration pénitentiaire.
Voilà, alors, on a fait un petit peu le tour des questions des valeurs et on en reparlera cet après-midi en visio ensemble. Ce qui me paraît important, c'est peut-être de se rappeler l'importance de la cohérence et de la cohésion au sein de l'équipe des accueillants. Ça signifie qu'il faut avoir un règlement pour les accueillants. C'est-à-dire il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on offre, et puis il y a des choses qu'on n'offre pas ou qu'on ne fait pas. Si Bernard, qui est là le lundi, fait quelque chose et le mercredi, la personne qui est là ne le fait pas, parce que dans le règlement, ça n'est pas prévu, c'est prendre le risque, effectivement, de mettre en porte-à-faux une partie de l'équipe, et ça n'est vraiment pas souhaitable. Cette cohérence, cette cohésion, ce sont les facteurs clés de notre action. Plus on est cohérent, mieux on aide les familles, et moins il y a de conflits également à l'accueil. Alors, bien entendu, c'est un vœu pieux, parce que je crois que dans toutes les équipes, il y a bien sûr des incohérences à certains moments. Ce qui est important, c'est de pouvoir les traiter. C'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir des glissements, bien entendu, dans les pratiques. Ce qui est important, c'est de se faire confiance et de pouvoir les aborder, de pouvoir rapporter ce qu'on a entendu qui va ou qui ne va pas. Pour ces aspects un peu de régulation dans l'équipe, la participation ou la mise en place de groupes de parole est extrêmement importante. Quand on écoute les autres, on a aussi besoin d'être écouté. J'ai droit à mes émotions, j'étais en colère quand les enfants étaient agaçants et menacés de faire tomber la bibliothèque. Comment faites-vous, vous, quand vous êtes face à de telles situations ? Voilà, le groupe de parole, ça permet de partager les difficultés. À plusieurs, on est plus fort que tout seul. Et puis, à certains moments, il y a quelqu'un qui, dans l'équipe, aura trouvé des solutions qu'il peut partager avec les autres. Voilà, écoutez, on a fait le tour un petit peu des valeurs principales. Je vous propose que vous y réfléchissiez ensemble ce matin, et puis cet après-midi, on pourra échanger sur ces points-là. Voilà, à très bientôt, à tout à l'heure.